Et salut les terriens, aujourd'hui pour ce journal de la Starbase, pas de temps à perdre car l'actualité chargée de ces derniers jours va mettre à rude épreuve nos gambettes et nos yeux de lynx. Oh ça va, arrêtez de faire les modestes, vous avez l'habitude désormais de nos tours d'inspection de folie sur le tarmac de la Starbase de Boca Chica, où SpaceX poursuit inlassablement sa course contre la montre. L'entreprise veut construire, rappelez-vous, une fusée 100% réutilisable et surpuissante. Et oui, rien que ça, le tout s'il vous plaît pour reconquérir notre satellite naturel, la planète Mars, et si possible pour rendre la vie multiplanétaire dans notre système solaire. Et ouais. Donc autant vous dire que le programme est chargé, et pour aujourd'hui on va voir le stacking des 2 étages, le wet dress rehearsal, un voyeur sur le pas de tir, si, et enfin comme chaque semaine on va retrouver notre Philippe multiplanétaire qui répondra à vos questions. Allez, zou tout le monde dans l'avion, on décolle pour le Texas. On commence comme d'habitude avec des nouvelles légères de la semaine, afin de nous mettre en jambes, avec ici Ron Parker qui a retrouvé des tuiles du 2e étage, quasiment intactes sur une plage au bord du golfe du Mexique. Une trouvaille que ce passionné du programme Starship compte bien mettre à profit. En effet, si vous suivez régulièrement les avancées sur ce projet complètement fou et que vous êtes aussi un collectionneur chevronné, vous avez désormais la possibilité d'acheter ces vestiges sur le site de Ron Parker. Chacun son truc en tout cas. Et puisqu'on parle de passion, sachez que le roi du render, le spécialiste de l'art qui consiste à rendre plus vrai que nature des images numériques, est de retour. Et oui, après pas mal de temps d'absence, Tijne M, pseudo imprononçable, a repris du service dernièrement, nous gratifiant à nouveau de ses rendus des 2 étages du Starship avec beaucoup de détails et quelques mises à jour. Un incroyable talent et sans doute des heures et des heures de travail pour se passionner également. D'ailleurs, au passage, il n'est pas le seul à se remettre en route, si je puis dire, à l'image de Ryan Hansen Space, qui lui aussi nous promet bientôt de nouveaux rendus dont lui seul a le secret. Il s'attaque d'ailleurs à la ferme à Ergol en ce moment. Enfin bref, on va suivre tout ça de près pour vous. Bon, rendons-nous à présent sur le site de lancement où tout est en train de se jouer réellement pour ce 3e vol que nous attendons tous avec impatience. Je suis sûr que certains l'attendent même plus que le Père Noël quand on était gamin. Bon, pas mal de choses se sont passées depuis la semaine dernière, et déjà le B10, qui après avoir fait un petit séjour dans le Méga B, s'est payé un retour en fanfare sur le Stage 0, avec ces superbes images récoltées par Vixie, où on voit clairement les stabilisateurs des chopsticks se saisir du booster, puis être soulevés dans les airs afin d'être déposés tout en douceur sur la table orbitale. Quelque temps après seulement, c'était au tour du S-28 d'aller rejoindre son booster sur le pas de tir, et ce sans avoir effectué de tir statique, un dernier test plausible au vu du fait qu'un moteur atmosphérique et un autre vacuum lui avaient été retirés pour être ensuite remplacés. Le prototype, qui depuis n'a effectué qu'un simple spin prime test, a donc décidé d'écourter son séjour sur le pas de tir suborbital, l'entreprise ayant sans doute estimé qu'il était prêt malgré ce petit détour au stand. Et donc ici, rebelote, les chopsticks ont pris en charge le vaisseau, avec une longue pause toutefois, juste après que les bras de la tour se soient saisis du S-28. En effet, suite aux récentes modifications qu'on évoquait samedi soir sur les chopsticks, il est probable que l'entreprise ait voulu s'assurer que tout fonctionnait correctement. Enfin, les bras ont soulevé le 2e étage afin de le déposer directement sur son compère de booster, et je vous laisse au passage écouter le son typique que fait le S-28 lors de l'assemblage avec son premier étage. Malheureusement, et j'ai envie de vous dire qu'il va peut-être falloir s'y faire pour les prochains vols du Starship en tout cas, en raison probablement du terrain instable sur lequel SpaceX a construit son pas de tir et malgré tous les efforts de l'entreprise pour y remédier, il semblerait bien que l'ajustement du QD-arm pose encore problème. En effet, cette fois-ci, la plateforme adaptative censée épouser la paroi du prototype semble bien trop près du booster. Sur ces images de Vixie, encore une fois, on observe clairement que ce n'est qu'au bout de la 2e tentative, après quelques derniers réglages, que la plateforme semble enfin pouvoir s'ajuster. Là aussi, il faudra suivre de près l'évolution de ce bras ravitailleur. Enfin, qui dit assemblage des 2 étages, dit forcément à court terme, et même très court terme pour le coup, un wet dress rehearsal. Vous le savez maintenant, si vous nous suivez régulièrement, le wet dress rehearsal consiste en une répétition générale en conditions réelles de lancement, avec le compte à rebours sans toutefois allumer les moteurs. Ce qui fait que dans la nuit de dimanche à lundi, les 2 étages entamaient leur noce blanche dans un épais brouillard créé par les cryogéniques.
Encore une fois, qui dit cryogénique dit ferme à ergol, ce fameux parc à réservoir qui a subi tant de modifications ces derniers temps, et dont on commençait à se demander s'il serait réellement prêt pour le 3e vol, censé au fait avoir lieu pendant le second week-end de mars. Et pour rappel, le second week-end de mars, c'est ce samedi, enfin si on s'en tient au pronostic d'Elon Musk. Bref, comme le dit si bien Zach Golden pour la chaîne CSI Starbase, l'entreprise est désormais capable, justement grâce aux récentes modifications fastidieuses sur sa ferme à ergol, de remplir les réservoirs de ses 2 étages en seulement 45 minutes. Un net progrès donc, et si on veut bien oublier le QD-Arm quelques secondes pour ne pas jouer les troubles fêtes, alors oui, SpaceX a fait des progrès considérables sur ce point. Les réservoirs ont également été vidés assez vite, ce qui confirme encore une fois les dires de Zach Golden quant au progrès accompli sur le réseau cryogénique et sa capacité à remplir les réservoirs et à les vider en très peu de temps. Des capacités accrues en termes de rapidité qui seront essentielles à terme pour effectuer de nombreux lancements à la chaîne tels que SpaceX les conçoit pour sa future fusée. Notons qu'il est rare que l'entreprise s'adonne à un test aussi crucial en pleine nuit, mais l'avantage c'est qu'on peut distinguer clairement les lignes blanches marquant le niveau de chaque réservoir de chaque étage. Enfin bref, le 3e vol est donc imminent désormais puisque tout semble s'être bien déroulé. Un potentiel live à prévoir ensemble les terriens, à condition que le lancement se fasse à des heures raisonnables chez nous. Bon, pour finir ce tour d'inspection éclair, vous vous demanderez peut-être qui est cet intrus qui vient se poster dans la chambre nuptiale du S-28 et du B-10 sans faire de bruit et mine de rien en les espionnant de très près. Et oui, il s'agit bien du S-29 qui a laissé enfin son palace du second méga B pour aller remplacer au pied levé le S-28, bien trop occupé à préparer sa conquête de l'orbite en compagnie de son booster. Un S-29 qui, chaussé de ses Raptors, va peut-être prochainement nous gratifier d'un tir statique, qui sait. Allez, on passe maintenant aux questions des abonnés et aux réponses que vous apporte chaque mercredi Philippe Ribert. Aujourd'hui, on a choisi la suggestion de Stéphane Anga. Le S-26 c'est peut-être le futur ship tanker spatial qui servira à tester les opérations de refueling dans l'espace. Wait and see. Eh bien merci pour ta remarque, et à ce jour, la récente métamorphose du S-26 reste un grand mystère pour nous tous. Et oui, sauf à être dans le secret des dieux, ou plutôt du dieu Elon, bien malin qui prétendrait savoir à coup sûr quel sera l'avenir de ce curieux mutant. Alors profitons-en justement pour nous lâcher la bride et poser joyeusement des hypothèses audacieuses, mais raisonnables tout de même, enfin un minimum quoi. Ce prototype, avec son frère de sang et de méthane liquide, le très regretté S-27, au destin aussi fulgurant qu'un météore, est né avec de grosses malformations congénitales, comme dirait un obstétricien. En effet, comparé à ses autres frères Starship considérés comme normaux, ce gros suppositoire d'acier tout nu manque un peu de dignité, et j'arrêterai là les comparaisons douteuses. Il est né sans aileron, sans protection thermique, sans porte de soute, sans train d'atterrissage, enfin bref, dirons même un peu vite, sans intérêt. Mais analysons un petit peu les faits. Ce vaisseau qui porte le numéro 26 appartient déjà à une lignée prototype quasi éteinte, la V1 qui se situe disons entre les S20 et S32. Cette série historique a permis de définir un premier standard du Starship qui a réellement volé pour la première fois avec le S-25 en avril 2023, et si l'enveloppe externe du vaisseau a peu évolué depuis les débuts, le passage à la série suivante, dite V2, et davantage encore avec la future V3 XL annoncée par Elon Musk, devrait par contre montrer des évolutions notables. N'oublions jamais que nous sommes ici sur un processus itératif de conception et de réalisation qui se base fondamentalement sur un principe évolutionniste, génération après génération. Et tout comme pour le vivant, eh bien seules les bonnes aptitudes sont retenues et les faiblesses corrigées. Enfin, selon la théorie de Darwin, et ici pour les fusées, je dirais bien la théorie de Musk. Les S-26 et S-27 ont ainsi pu apparaître comme étant en rupture avec ce fil d'évolution continue, lisible pour nous tous. Quelques détails indiquent que leur genèse a été, sinon précipitée, quelque peu improvisée, avec les moyens du bord. En effet, quand on les regarde de plus près, on remarque immédiatement que leur coque nue ne l'est en fait pas tant que ça. Nos deux compères sont en effet recouverts des pins de fixation de tuiles thermiques soudées sur leur peau externe. Leur genèse a donc probablement été décidée brusquement, en réutilisant pour cela des éléments standards de Starship déjà préfabriqués quasiment en série. Mais alors, y avait-il urgence à lancer une nouvelle variété de vaisseaux à ce moment de l'histoire ? On va faire un petit retour dans le passé, nous sommes début octobre 2023, la première tentative de lancement a eu lieu, la seconde ne va pas tarder, et le S-26 est complet, il a déjà subi 3 tests de remplissage cryogénique, ainsi qu'un spin prime test et un allumage moteur sur la table suborbitale. Il semble donc prêt, mais prêt à quoi au juste ?
Son allure atypique ne nous éclaire pas beaucoup sur sa mission attendue, il n'a pas de porte de soute, pas de protection thermique pour un retour sur Terre, pas de train d'atterrissage pour un éventuel alunissage façon HLS, pas de système visible permettant un ravitaillement en vol. Enfin bref, c'est juste un gros machin tout brillant à qui il manque l'essentiel, un but. Il aurait éventuellement pu servir par exemple de doublure aux S-25 et S-28 en cas de défaillance trop marquée sur la fixation des tuiles thermiques, ou résistance insuffisante des ailerons mobiles lors du passage au Max-Q. Une première mise sur orbite, même obtenue par un vaisseau tout nu et sans perspective de retour, aurait tout de même été vendable vis-à-vis de l'opinion publique. Le S-25, lui, a rempli, même partiellement, sa brève mission, et c'est donc bien le S-28 couvert de tuiles et orné d'ailerons qui assure ensuite le deuxième vol, tandis que notre pauvre S-26 se retrouve sur la touche alors qu'il était prêt à bondir plein de bonne volonté. Il est donc momentanément écarté de l'actualité spatiale et fait un séjour au Rocket Garden, le bien nommé. Bon, et dans tout ça, le S-27 alors, qu'est-ce qu'il devient celui-là ? Nous l'avions en effet un peu perdu de vue, c'est le faux frère jumeau du S-26, et bien qu'extérieurement proche, il est en fait doté d'une porte de soute au format Starlink large, derrière laquelle se cache un mécanisme d'éjection PES, déjà célèbre dans les news, à défaut d'avoir été testé en vol. On peut donc plus facilement lui attribuer une mission qui est celle de valider le système de distribution des satellites Starlink au format large, avec près de 7 mètres d'ouverture requise dans la coque du navire. Souvenons-nous d'ailleurs des S-24 et S-25 avec leurs portes soudées qui trahissaient un manque de maturité de ce point du projet sur ces deux navires. Ainsi, notre S-27 aurait été un candidat idéal au premier test d'éjection sur orbite d'une grappe de satellites, et peu importe s'il ne revenait pas sur Terre ensuite. Alors, que lui est-il donc arrivé vu qu'on ne parle plus de lui depuis un petit moment ? Bon allez, j'arrête le faux suspense, si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'à la mi-juillet 2023, le S-27 qui se prélassait langoureusement sur son confortable support du Rocket Garden a rencontré de sérieux problèmes. En effet, il a subitement vu une grue s'accrocher sur son nez afin de le soutenir, mais un déséquilibre de la pressurisation de ses réservoirs internes provoquait alors l'écrasement de son dôme intermédiaire, probablement la conséquence d'une dépressurisation involontaire du réservoir de méthane liquide. Rappelons encore une fois que des fusées à l'arrêt ne sont pas les colosses d'acier indestructibles que l'on croit, mais bien de fragiles et minces constructions capables de s'effondrer sous leur propre poids si on ne les aide pas en les gonflant un peu. En fait, ce sont un petit peu comme les châteaux gonflables dans les parcs d'attractions. L'intervention des techniciens est rapide, mais le mal est fait. Le dôme central, une pièce maîtresse qui sépare le méthane et l'oxygène, est totalement enfoncé vers le haut, alors que sa courbure est faite pour résister dans l'autre sens. Il suffit à cet égard d'une différence de pression entre les deux réservoirs d'à peine 100 grammes pour générer une poussée de près de 63 tonnes dirigée du côté de la plus faible pression, c'est donc bien assez pour tout plier. Ces dégâts structurels sont alors trop importants, une réparation n'est pas envisageable économiquement, et il n'aura même pas eu l'honneur d'un test cryogénique ou d'un montage des moteurs. C'est donc une fin prématurée pour ce vaillant pionnier qui n'aura vu de l'espace que le joli ciel étoilé de Boca Chica. On repart donc sur notre S-26, maintenant orphelin, et de plus quasiment abandonné. Ses principaux tests et essais soldés, on ne sait plus trop quoi faire de ce brave numéro qui prend la poussière sur le sol texan. Les pronostics vont donc bon train, il sera démantelé ou découpé en tranches pour des essais d'écrasement au Can Crusher, ou alors il servira pour les premiers essais de ravitaillement en vol. Si la première prophétie se réalisera forcément un jour, les suivantes méritent-elles un peu plus de réflexion ? À ce stade, il serait dommage de découper en rondelles un vaisseau intact, surtout que des rondelles, eh bien le S-27 vient de nous en offrir tout un lot. Il faut donc trouver une nouvelle mission pour justifier son maintien dans les effectifs de la base. Il semblerait en fait que ce soit le cas, car depuis quelques semaines, on le voit changer d'apparence physique, côté extérieur pour l'essentiel, avec d'éventuelles modifications internes nous étant pour l'instant inconnues. Ce ne sont pas moins de 3 rangées de raidisseurs soudés sur tout son pourtour qui ont été ajoutés, le faisant ressembler à un haut de Heavy Booster. Cet important renforcement de sa structure interroge car une telle débauche de moyens doit correspondre à une contrainte bien particulière. Quel pourrait être l'effort gigantesque auquel on souhaiterait soumettre ce candidat ? Tous ces raidisseurs pèsent lourd et il faut être certain qu'ils sont bien nécessaires. Serait-ce donc une reconversion en station de ravitaillement spatial qui justifierait tout ça ? En tout cas, un vaisseau ravitailleur orbital devra passer dans l'espace de longues périodes tout en stockant dans ses réservoirs des ergols liquides. Nous avions déjà vu précédemment que ceux-ci ont la regrettable tendance à s'évaporer sous l'effet du réchauffement issu des rayons solaires captés par la coque du navire. Un stockage efficace sur de longues durées nécessitera donc un bon niveau d'isolation thermique. Se pourrait-il donc que les raidisseurs observés au niveau de la soute du S-26 servent également à la fixation d'une deuxième peau externe, une sorte de coquille protectrice thermos ? C'est en tout cas possible, mais tous ces renforts me semblent un petit peu exagérés dans ce seul but.
De plus, il faudrait également lui ajouter tout un dispositif d'arrimage avec le vaisseau à ravitailler ou ravitailleur, avec par exemple des bras de guidage, des amortisseurs de choc, des moteurs d'impulsion dont nous n'avons pour l'instant encore rien vu. Précisons également à notre point, si on envisage un vaisseau ravitailleur qui monte en orbite, celui-ci dans sa taille V1 actuelle dispose d'une soute marchande d'environ 800 mètres cubes. En imaginant qu'elle fasse entièrement office de réservoir, elle pourrait contenir au maximum près de 350 tonnes de méthane liquide, ou pire 1000 tonnes d'oxygène liquide. Ce qui est bien sûr très au-delà des possibilités du vaisseau. Notre futur ravitailleur n'aura donc aucunement besoin de passer en taille XXL, le transport d'Ergol se contentera facilement du tiers du volume déjà disponible actuellement. Une autre possibilité serait que le S-26 serve pour un test de résistance à la charge maximale utile pour le projet XXL Starship à venir. Comme le niveau de la soute est fortement renforcé en s'appuyant sur un premier rang de raidisseurs soudés à cheval sur la double soudure périphérique du dôme supérieur, c'est peut-être ici que se situe la contrainte possible. En tout cas, l'état des modifications actuelles de ce sacré numéro laisse toute porte ouverte à la discussion, aucune option ne semble pour l'instant prendre le pas sur les autres. Comme il a déjà à son actif quasiment tous les prérequis, ici les tests cryogéniques, le spin prime test, le static fire, on pourrait légitimement penser qu'il finira tôt ou tard par voler. Mais dans tous les cas, sa destinée le conduira vers un vol unique sans retour possible. Finalement, comme dit Philippe, je crois que j'ai une idée. En relisant De la Terre à la Lune de Jules Verne, je lui trouve une ressemblance frappante avec l'obus spatial tiré par le canon géant enterré dans le sol. D'ailleurs, ces mystérieux travaux de terrassement et de bétonnage entrepris dans le sous-sol du site de Massé ne seraient-ils pas destinés à installer cette pièce d'artillerie géante? Surtout que le site de lancement choisi par l'auteur se situe soit en Floride, soit au Texas, proche de la frontière mexicaine. Elon, on le sait, aime les surprises et le spectaculaire, et donc peut-être qu'il va nous la jouer façon science-fiction avec du panache et du romanesque. Bon, allez, on arrête là le délire, c'est sûr que ça aurait de l'allure, mais un petit peu de sérieux quand même. Enfin, dans tous les cas, vous en pensez quoi, vous les terriens ? Et voilà, une fois de plus s'achève notre tour d'inspection. La chaîne du journal de la Starbase grandit encore un petit peu chaque jour et c'est grâce à vous, donc encore un grand merci. Pour soutenir ce nouveau canal d'information et pour encourager mon équipe dans ce dur labeur, et oui j'en rajoute un petit peu pour les caresser dans le sens du poil, eh bien rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo, sans oublier bien sûr de nous faire part de vos avis ou pronostics en commentaire, et puis bien évidemment de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Merci à tous pour ça et je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se retrouve ce vendredi pour le journal de l'espace, à très bientôt les terriens.